Et merci à tous ceux qui nous ont d'ores et déjà rejoints par ces belles journées d'été ensoleillées, de prendre 45 minutes, 1 heure pour pouvoir parler des allergies. Ceci dit, c'est plutôt de l'investissement pour les allergiques, parce que moi qui suis allergique, ça peut nous pourrir les vacances. Donc, c'est plutôt 3/4 d'heure, 1 heure d'investissement pour pouvoir partir en vacances et avoir des bons conseils de nos 2 experts allergologues et éviter d'être empoisonné toutes les vacances. Bon, mais je crois qu'on va démarrer. Il est 18 heures. Et puis Frédéric Deblay va probablement nous rejoindre. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints. On va commencer tout de suite pour ce webinaire Doctissimo Allergène. L'idée, c'était de faire un point. On en avait déjà fait un premier il y a quelques semaines avec les liens allergie et Covid. On va parler bien sûr du Covid, du coronavirus, mais surtout l'idée, c'est on a enfin le droit de partir. Ça y est, on est déconfiné. Ne laissons pas et ne laissez pas les allergies gâcher les vacances. Alors, j'avais animé le premier webinaire. Je suis le docteur Gérald de Kerzec, je suis médecin urgentiste et le médecin du groupe TF1 LCI Doctissimo, pour ceux qui regardent un peu la télé ou qui vont sur Doctissimo. Si vous êtes là, c'est que vous allez forcément sur Doctissimo. Et on a ce soir 2 experts. On a Jean-François Fontaine, qui est médecin allergologue en cabinet libéral et au CHU de Reims, qui est donc allergologue, donc dans le parcours de soins. La médecine libérale s'est beaucoup mobilisée. Puis l'allergologue, c'est un passage incontournable pour les allergiques, qui est avec nous donc ce soir. Et puis le deuxième intervenant, et je vois que Yannoï qui nous demande qui est Frédéric. Eh bien, le deuxième, c'est le professeur Frédéric Deblay, qui est chef du pôle de pathologie thoracique du CHU de Strasbourg, pneumologue, allergologue également, et qui nous rejoindra avec quelques difficultés techniques, mais il va nous rejoindre, je l'espère, très très vite. Jean-François, vous nous entendez? Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous entends bien. Alors, après cette brève introduction, donc l'idée, on va parler bien sûr du Covid, mais on va surtout parler déjà des allergies cet été. Où est-ce qu'on en est? Je regardais juste avant de vous rejoindre sur ce webinaire, je regardais un peu la carte des pollens. Au passage, vous pouvez soit regarder sur le site internet pollen au pluriel.fr, soit sur le site Doctissimo, soit il y a une appli qui est très bien faite aussi, qui s'appelle Alerte au pluriel pollen. Et je regardais la situation, elle est plutôt modérée, c'est-à-dire qu'on a un niveau moyen avec les graminées, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est un peu dans le creux de la vague. Jean-François, vous confirmez que actuellement, on est plutôt sur un niveau moyen de pollinisation? Oui, on est plutôt sur une pente descendante. L'essentiel des allergies polliniques est derrière nous, sachant que lorsqu'on est allergique au pollen, en fait, on est allergique au pollen de certaines plantes. Ça peut être les arbres qui pollinisent relativement tôt, et puis les graminées, donc, qui viennent de polliniser là, entre le mois de mai et le mois de juin-juillet. Effectivement, donc, on commence à avoir un peu moins de pollen de graminées, donc les personnes allergiques sont moins gênées. Mais dans l'ensemble, cette année, elles l'ont quand même été beaucoup. On a eu beaucoup de pollen. Oui, et puis je vois que la carte de France, elle n'est pas uniforme. Alors, parfois, elle est toute rouge. Là, elle est plutôt jaune. Avec au milieu, c'est plutôt dans le massif central, plutôt la région centre, qui sont concernés par les pollens actuellement. C'est-à-dire qu'en fonction de la région, c'est d'où l'intérêt sur l'appli. Je regardais, on peut paramétrer quels allergènes auxquels on est allergique et puis sa région. Et ça permet de faire un peu des alertes polliniques, puisque évidemment, ça varie sur le territoire. Oui, les pollens prédominants aussi varient en fonction de la région. Par exemple, lorsqu'on est allergique au pollen d'arbre, mais ce qui concernait les allergiques bien plus tôt dans l'année, on est essentiellement gêné, par exemple, par le pollen de bouleau au nord de la Loire, et puis par les pollens de cyprès au sud donc, de la France. Les pollens de graminées, par contre, sont ubiquitaires, on en a partout. Ce qui est peut-être intéressant de souligner pour les personnes qui vont partir en vacances et qui sont allergiques au pollen de graminées, c'est que certes, on est en phase descendante de pollinisation, mais s'ils partent en montagne, la pollinisation des graminées peut être un peu plus tardive. Donc, on peut se retrouver avec à nouveau une exposition plus importante au pollen en montagne. Donc pour ceux qui partent en montagne, ils risquent de retrouver certains symptômes allergiques cet été. Et puis on parlera tout à l'heure des maisons de vacances et notamment de ce qu'il faut faire avant de prendre une maison, on a pris une location, etc. Je pense aux moisissures. C'est un problème pour les allergiques?
Alors oui, parce qu'on parle souvent d'allergie au pollen de graminées en particulier, mais on voit de plus en plus, moi, du moins dans la pratique et dans la pratique des collègues, c'est l'impression qu'on en a, d'allergie aux moisissures atmosphériques également. Il y en a une en particulier qu'on appelle Alternaria et qui donne des symptômes de rhinite, de conjonctivite et d'asthme, plus particulièrement entre le mois de juin et le mois de septembre, donc avec une superposition au début avec la saison des pollens de graminées. Et c'est une moisissure qu'on a sur les végétaux et qui sporule, qui envoie des spores dans l'atmosphère de la même façon que les plantes envoient des pollens. Et on est allergique à ces spores microscopiques que l'on retrouve dans l'atmosphère. Et ce type de moisissure peut aussi se trouver dans les logements. C'est les moisissures un peu noirâtres qu'on a autour des cadres de fenêtres ou dans les douches. Et c'est un élément à prendre en compte, effectivement, lorsqu'on choisit un logement, du moins si on a connaissance avant d'y aller, qu'il peut y avoir des moisissures. Ou alors, quand on arrive, ça veut dire passer un peu de temps à nettoyer ou à ouvrir les fenêtres, puisque vous dites que c'est un peu dans l'air, c'est disséminé, c'est ça, dans l'atmosphère. Oui. Donc, ça veut dire que le fait d'aérer, c'est déjà un premier conseil qu'on peut donner, un peu ubiquitaire pour tout le monde et à tous les endroits, c'est d'aérer, c'est ça? Alors d'une façon générale, oui, quand on arrive, c'est une bonne chose d'aérer. Alors déjà pour faire diminuer le degré d'hygrométrie, si effectivement bon, c'est humide et que ça peut être propice au développement de moisissures, mais aussi ne serait-ce que pour les allergiques aux acariens, d'aérer, d'aspirer en arrivant également. Donc parce que les maisons de vacances, les locations peuvent aussi être source d'exposition aux acariens chez les personnes allergiques. Alors, on est en période, ça n'a manqué à personne. Si Frédéric est là, qui n'hésite pas à se manifester, parce que là, on l'a pas en vidéo. Frédéric Deblay, le professeur Frédéric Deblay, je vous rappelle, qui est pneumologue à Strasbourg. On n'a pas de Covid, Jean-François, évidemment. Si on veut faire une grande ligne, parce que le Covid, ça fait peur à tout le monde. On se dit, on se met à éternuer, on se met à tousser ou la gorge qui gratte, etc. On se dit, zut, j'ai le Covid. Non, comment on fait la différence entre Covid et allergie les grandes lignes? Alors effectivement, nous on a vu pas mal de patients qui se posaient la question de la différenciation entre Covid et allergie. Bon, il y a des signes qui vont être quand même spécifiques de l'infection à coronavirus et notamment la fièvre. Bon, une allergie ne va pas donner donc une fièvre à 39 ou à 38,5. Donc et puis, donc certes, on peut mais avoir… ça veut dire qu'une allergie peut donner un petit peu de fièvre, un tout petit peu. Oui, on peut avoir un petit 38 quand même dans les allergies les plus importantes. Du reste, l'allergie au pollen de graminées en anglais donc se nomme hay fever, donc ça donne un petit peu de fièvre. Mais une fièvre importante, non, nous orientera quand même déjà plutôt vers une infection. Ensuite, souvent les personnes allergiques ont déjà eu les années précédentes des symptômes. Et elles vont reconnaître à la fois les symptômes, mais aussi la période à laquelle ils surviennent. Et pour elles, c'est déjà plutôt rassurant de se dire qu'elles ont déjà vécu cette situation, alors que le coronavirus n'était pas encore là. Donc, la répétition des symptômes d'une année sur l'autre va nous orienter préférentiellement vers une cause allergique. Et puis, bien entendu, donc on peut avoir de la toux, on peut avoir des gènes respiratoires, mais il faut consulter son médecin traitant, donc qui saura bien faire la différence entre les deux. Et on est d'accord que les deux symptômes aussi spécifiques que sont l'anosmie, c'est-à-dire la perte de l'odorat et la perte du goût, la gueusie, on ne retrouve pas du tout ça dans les allergies. Alors non, je pensais que justement Frédéric en parlerait, mais l'anosmie brutale, donc d'apparition brutale, effectivement, est un signe qui est bien connu maintenant et bien médiatisé de Covid. Mais on peut avoir quand même une anosmie chez des personnes allergiques qui ont le nez bouché, mais souvent depuis bien plus longtemps. Donc, alors, il y a des personnes allergiques qui ont le nez fort bouché ou des personnes qui présentent des polyposes nasales qui peuvent avoir une anosmie. Voilà. Là, je vois vaguement ma tête, mais je ne vois pas trop. On entend Frédéric, là. Frédéric, bonsoir. Vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Bon, je crois qu'il est encore en train de faire les essais techniques. On a au moins l'image. Jean-François, pour continuer sur Covid et allergies, au début de la crise, beaucoup disaient attention, les corticoïdes, les traitements, les anti-inflammatoires, etc. Et beaucoup d'allergiques, malheureusement, ont interrompu leur traitement. On est d'accord qu'il n'y a pas
d'interruption de traitement à faire, en tout cas sans avis médical. Non, on est d'accord. Il y a eu une confusion dans le sens où le premier message qui a concerné les corticoïdes portait sur la prise de corticoïdes par voie orale chez des personnes qui les prenaient parce qu'elles étaient malades et qui étaient malades en fait du coronavirus. Et comme dans beaucoup d'infections, les corticoïdes peuvent faciliter l'aggravation de l'infection lorsqu'ils sont pris par voie orale. Mais les traitements locaux en pulvérisation nasale ou les traitements inhalés, donc pour l'asthme, les traitements corticoïdes sont tout à fait autorisés et même conseillés, puisque le fait de bien contrôler l'inflammation au niveau du nez et des bronches va participer d'une meilleure résistance finalement à l'infection. Donc, il vaut mieux pas être… Et d'une meilleure immunité, même, ça me permet de rebondir sur la question de Lalou qui nous demande, pouvez-vous parler de troubles de l'immunité de manière générale? Est-ce que l'allergie, c'est un trouble de l'immunité? Alors, on pourrait le définir un peu comme ça, dans le sens où c'est une défense excessive de l'organisme vis-à-vis de choses de l'environnement. Les allergies dont on parle, donc, qui sont par exemple les allergies au pollen, sont liées au fait qu'on fabrique de façon plus facile et de façon plus importante que d'autres personnes des défenses E, des anticorps E, contre des choses de l'environnement, en l'occurrence les pollens. Et c'est une réponse inadaptée de l'organisme, donc du système immunitaire à l'environnement. Donc c'est un trouble de l'immunité parmi beaucoup d'autres. Mais ça n'est pas, comme souvent on le croit, donc nos patients des fois le pensent, ce n'est pas une faiblesse de l'immunité, une diminution de l'immunité. Ouais, au contraire. Oui, au contraire. Oui. C'est une surréaction un peu de l'organisme finalement qui va déployer des mécanismes de défense immunitaire contre quelque chose, l'allergène, hein, le pollen par exemple, contre lequel il essaie de lutter alors que finalement il devrait le tolérer, il devrait l'accepter a priori. Donc quand on parle de troubles de l'immunité, est-ce qu'on peut dire que l'allergie c'est un sur-risque d'infection, un facteur de risque d'infection? Et je vois tous les allergiques qui se posent la question avec bien sûr avec le Covid, est-ce qu'ils sont plus à risque que les autres? En pratique, non, pas vraiment, mais à condition que l'inflammation soit bien contrôlée, c'est-à-dire que le traitement, enfin, qu'il bénéficie d'un traitement pour éviter qu'il y ait une inflammation de la muqueuse nasale, une inflammation de la muqueuse bronchique qui faciliterait une infection. Mais en soi, la rhinite, l'asthme allergique ne sont pas des facteurs qui prédisposeraient à une forme plus grave en fait d'infection, en particulier dans le Covid. En revanche, il y a certaines études qui ont montré qu'il y avait un surrisque un peu d'infection, mais de manière générale. Après, on peut se poser la question avec la muqueuse nasale qui pourrait être un peu inflammatoire, d'où l'intérêt de contrôler cette inflammation qui pourrait laisser plus facilement pénétrer peut-être des agents infectieux, coronavirus ou autre chose d'ailleurs. C'est ça, d'où l'intérêt effectivement de traiter en fait, parce que il faut un contrôle optimal de l'inflammation. Oui. Alors, on n'arrête pas ces traitements. Et puis, il y a d'autres traitements. C'est ce qu'on appelle la désensibilisation. Il y a des patients qui sont en désensibilisation, qui le sont encore. Le message, c'est quoi? C'est bien sûr de ne pas arrêter cette immunothérapie, c'est le nom savant, cette immunothérapie qu'on appelle la désensibilisation. Vous pouvez juste nous en rappeler les principes et puis nous dire, on continue, bien sûr. Oui, alors pour situer un peu la désensibilisation dans le schéma de traitement, en fait, en pratique, pour traiter une allergie, on n'a que 3 moyens. Le premier, c'est d'éviter l'allergène, mais là, en l'occurrence, pour les pollens, on ne peut pas éviter. Pour d'autres choses, on peut prendre des précautions. De donner un traitement du symptôme, c'est-à-dire c'est les traitements dont on vient de parler, des traitements antihistaminiques qui vont bloquer l'inflammation au niveau du nez, des traitements anti-inflammatoires bronchiques tels les corticoïdes. Et puis, le troisième traitement dont on dispose, c'est d'essayer de faire régresser l'allergie en réhabituant l'organisme aux choses auxquelles il est allergique, puisqu'on vient de le dire, il se défend de façon excessive. Et pour ça, on utilise des extraits naturels qui sont des extraits dérivés d'acariens, des extraits de pollen, par exemple, et que l'on va donner sous la langue maintenant. Avant, ça se faisait en injection, maintenant, c'est donc plutôt en dose sublinguale. Donc, on va prendre sous la langue tous les jours, avant et pendant la saison des pollens, pour ce qui est des pollens, toute l'année
pour ce qui est des allergènes qu'on a toute l'année comme les acariens, et ça sur une période de 3 ans pour avoir une diminution progressive en fait de l'allergie. Et donc, du coup, il n'y a pas d'interruption, bien sûr, de la désensibilisation, Covid, pas Covid, été, pas été. Alors, pas d'interruption dès lors qu'on n'est pas malade, mais par contre, ce que l'on conseille, c'est qu'en cas d'infection, comme pour d'autres infections ORL ou bronchiques, on fait une fenêtre, on arrête temporairement la désensibilisation. Par contre, donc il n'y a pas du tout. Et on peut la reprendre sans problème. Et on peut la reprendre sans problème. Très bien. Donc ça, on reparlera un peu plus en détail des traitements, mais Amélie nous demande, y a-t-il des traitements de fond pour les allergies? En fait, le traitement de la crise, c'est quoi? Ce sont les antihistaminiques. Et puis, le traitement de fond, c'est tout ce qui est cortisone. Et puis, l'immunothérapie aussi, qui est un traitement non seulement de fond, mais un traitement de la cause, c'est ça? Alors oui, disons que le traitement de la crise, bon, c'est les antihistaminiques par exemple lorsqu'il s'agit de rhinite, de conjonctivite. Ça peut être des traitements dilatateurs bronchiques lorsqu'on a une crise d'asthme. Donc, et le traitement de fond, c'est le traitement qu'on va prendre toute l'année parce que dès qu'on l'arrête, donc l'inflammation revient, les symptômes reviennent. Donc c'est effectivement l'exemple type, c'est les corticoïdes dans l'asthme, les corticoïdes locaux pour les rhinites persistantes, mais on a aussi des traitements de fond antihistaminiques, donc des personnes qui ont besoin de leur traitement antihistaminique toute l'année. C'est des traitements symptomatiques de fond lorsque l'allergie est présente là, en permanence. D'accord, qui sont les mêmes traitements, les mêmes antihistaminiques globalement, mais qu'on donne sur une plus longue durée. Oui, tout à fait. Oui. Sur la ventoline, bronchodilatateur, c'est-à-dire ce qui dilate les bronches. Quand on a une crise d'asthme, on siffle, on a du mal à respirer. C'est-à-dire que l'allergie, elle n'est pas uniquement au niveau des yeux qui pleurent, au niveau du nez ou des éternuements, mais on a vraiment un sifflement quand on respire, on est gêné. Alors, le risque, c'est la ventoline, de la prendre comme ça au coup par coup, sans faire un bilan pneumologique, allergologique. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Parce qu'on connaît certains patients, moi j'en vois aux urgences, qui viennent avec leur ventoline en disant, bah oui, on m'a prescrit de la ventoline, comme ça marchait bien, je l'utilise de moi-même. Oui, effectivement. Alors, la ventoline va soulager parce que, pour être très schématique, lorsque la bronche est irritée, elle va se serrer, et on va être gêné pour respirer. Et quand il y a moins d'air qui passe dans un tuyau, ça siffle. C'est très, très schématique, mais pour nos auditeurs, on pourrait le décrire comme ça. Et la ventoline va dilater la bronche, on va lui rendre son calibre normal et on va mieux respirer. Ça ouvre. Oui, voilà, elle va ouvrir la bronche et lui rendre son calibre. Et on va donc à nouveau mieux respirer. Donc, quand on a besoin de ventoline ponctuellement, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas encore trop ennuyeux, mais qui nécessite quand même de faire un bilan, ne serait-ce qu'avec son médecin traitant, mais aussi un pneumologue, un allergologue ou un pneumoallergologue ou un pédiatre allergologue selon les âges. Pour vérifier pour quelles raisons on présente ces crises d'asthme et comment les prévenir aussi. Par contre, je pense que vous voyez aussi ça aux urgences. Il y a 2 fausses idées sur la ventoline qui parfois continuent à être largement diffusées. C'est que certaines personnes pensent que c'est mauvais pour le cœur. C'est pas du tout le cas. En fait, on peut avoir une accélération du rythme cardiaque, mais quand on en prend déjà beaucoup. Et si on en prend beaucoup, ça veut dire que la bronche est trop enflammée et que il y a besoin d'autre chose, en l'occurrence des cortisone, pour empêcher la bronche d'être enflammée. Et l'autre fausse idée, c'est il ne faut pas que je commence à en prendre parce qu'après, je ne pourrai plus m'en passer. Ça aussi, c'est faux. En fait, ce qui se passe, c'est que les personnes qui prennent de la ventoline sont soulagées. Si elles n'en ont pas besoin tout de suite, après, c'est parce que l'inflammation n'est pas trop importante. Mais si elles commencent à en avoir besoin un peu trop fréquemment, c'est qu'il se passe autre chose, justement, c'est que les bronches sont trop enflammées, qu'il y a besoin d'un traitement de fond. Et c'est là qu'on passe du médecin généraliste à l'allergologue ou au pneumologue, par exemple, ce qui paraît logique. L'idée de dire, si on néglige une allergie, y compris d'ailleurs une simple rhinite, j'ai le nez qui coule ou une conjonctivite ou je mouche, si je le néglige, si je le traite pas, si je vais pas chercher la cause, ça risque de se transformer en asthme. J'allais dire, de descendre sur les poumons. Vrai ou pas vrai?
Alors, vrai, donc c'est l'image de la descente sur les bronches, bon, est vraiment, c'est très schématique, mais si on ne traite pas une rhinite allergique, dans pratiquement 30% des cas, elle peut se compliquer d'asthme. En fait, c'est la même muqueuse, hein, pratiquement, qui s'enflamme, et si on ne contrôle pas l'inflammation au niveau du nez, effectivement, on facilite l'installation d'une inflammation bronchique. Donc, même si j'ai pas de difficulté pour respirer, même si je siffle pas, le fait d'être embêté toutes les années par cette saison de pollinisation ou autre d'ailleurs, parce que c'est pas que les pollens, on y reviendra, il faut consulter, il faut aller voir et faire un bilan allergologique. Oui, alors il faut au moins consulter son médecin traitant pour bénéficier d'un traitement antihistaminique, parce que si le traitement antihistaminique, éventuellement corticoïde local, suffit et qu'on en a besoin 15 jours, 3 semaines chaque année, c'est très bien, hein. Donc il faut avant tout effectivement être soulagé. Mais dès lors que la gêne commence à être importante ou assez longue, oui, ça nécessite bien entendu un bilan allergologique pour identifier donc les allergènes en cause, donc en l'occurrence de quel pollen il s'agit, voir s'il y a d'autres allergies qui sont susceptibles de gêner toute l'année, puis évaluer l'importance de cette allergie à la fois donc sur le plan physique, mais aussi sur le plan de la qualité de vie, parce que c'est vrai que la rhinite est souvent prise un peu à la légère en se disant bon, l'allergie c'est quelqu'un qui est C'est le nez inflammé qui coule. Oui, mais la qualité de vie peut être vraiment altérée hein, donc, lorsque l'allergie est importante. Oui. Et l'allergologue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tester, c'est les fameux tests qu'on fait sur le bras, c'est ça, où on met des petites gouttes? Oui, en pratique, on utilise des extraits de pollen, des extraits dérivés d'acariens, de poils d'animaux, etc. Et on pose donc ces extraits sur la peau, bien souvent au niveau de l'avant-bras, donc ce sont des gouttes de liquide, et on va faire un tout petit pic à travers avec une lancette plastique, hein, le plus souvent. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, donc s'il y a des défenses de l'allergie, elles vont reconnaître la chose en question, faire libérer une substance qu'on appelle histamine et qui fait gonfler, rougir et gratter. Et on va voir à l'endroit où on a fait la petite piqûre, eh bien on va voir une rougeur et un gonflement. Et ça va démanger un peu comme une petite piqûre d'ortie et ça nous prouve que la personne est sensible, en tout cas, à cette chose testée. On est obligé de passer par ces tests allergologiques, une simple prise de sang, parce qu'on voit beaucoup là aussi des patients qui font dans certains labos français ou même à l'étranger, je pense à la Suisse en particulier, une prise de sang et ça me donne toute une liste de substances auxquelles je suis allergique ou hypersensible. C'est fiable? Ah, alors, il y a plusieurs tests biologiques là, dont on parle là, du coup. Donc, à la place de ces tests cutanés, on peut rechercher effectivement la présence de défenses E, celles dont on parlait tout à l'heure, qui sont impliquées dans les allergies. Ce sont les anticorps, les anticorps particuliers, c'est ça, de oui, l'allergie. les immunoglobulines et on peut les rechercher directement dans le sang. Donc, par une prise de sang, on peut déjà effectivement approcher les choses. On peut très bien demander une prise de sang pour rechercher si on est allergique au pollen de graminées ou au pollen de bouleau ou donc au pollen d'armoise. Ce qui pose problème par rapport au test cutané, c'est que déjà on est limité en termes de nombre d'allergènes que l'on peut rechercher, ne serait-ce que pour le remboursement de la sécurité sociale. En fait, on est limité à 5 allergènes respiratoires et par prise de sang, mais ce qui est souvent largement suffisant si on a une idée très ciblée. Le deuxième facteur limitant, c'est que lorsqu'on va faire ce type de test, on va regarder si on est allergique au pollen de graminées, au pollen de bouleau dans leur ensemble. Mais en fait, la situation est beaucoup plus compliquée que ça. On est allergique à différentes protéines de ces pollens et parfois on peut avoir des tests biologiques positifs, mais qui ne correspondent pas forcément à une vraie allergie. Et ça, c'est le travail de l'allergologue que de débrouiller effectivement les choses. Par contre, c'est les tests dont vous me parliez, qui se font parfois à l'étranger, en Suisse, c'est des tests, les tests auxquels vous pensiez, c'est les tests d'intolérance alimentaire, c'est ça? Oui. Alors, ça, oui, entre autres, ou des tests de sensibilité où généralement on est hypersensible à plein de choses. Oui, bah oui. Alors, le problème, c'est que dans ces tests-là, ce qui est recherché, ce ne sont pas les défenses E, les immunoglobulines E, dont on parlait, donc qui sont responsables des allergies, mais des immunoglobulines G.
Et les laboratoires qui donc font ces tests interprètent des tests positifs comme étant, entre guillemets, des tests non pas d'allergie, parce que bon, ça ne correspond pas au mécanisme effectivement décrit d'allergie, mais à des soi-disant intolérances. Le problème, c'est que les défenses G, les immunoglobulines G, tout le monde en fabrique. Et en particulier pour les aliments. On ne sait pas. Hein. Et que c'est très trompeur. Si on me fait un prélèvement, on va me trouver des soi-disant intolérances, alors qu'en fait, du moins pour l'instant, je ne souffre de rien. Oui, donc on risque de se gâcher la vie un peu plus s'il faut éliminer les choses qu'on pourrait très bien tolérer. Donc ça, c'est important de le rappeler, surtout que c'est très cher en plus ces tests. En plus, oui. On voit beaucoup de patients qui ont ces analyses et qui ne savent pas quoi en faire en termes d'interprétation. On va prendre quelques questions, notamment Bénédicte qui nous demande, est-ce que certaines allergies peuvent vraiment disparaître au cours de la vie? Est-ce qu'elles peuvent apparaître et disparaître au cours de la vie ou disparaître? Et oui, en fait, avec le temps, il y a certaines personnes qui voient leurs allergies régresser. Oui. Les phénomènes ne sont pas toujours bien compris. Bon, il se peut qu'on soit moins exposé. Typiquement, c'est quelqu'un qui va être exposé à la fois aux acariens, aux chats et au pollen et qui est allergique, et puis qui, par exemple, n'aurait plus de chat et déménage, est moins exposé au pollen et prend des précautions vis-à-vis des acariens, il sera peut-être effectivement moins gêné. Donc, mais on a des personnes qui, sans changer de conditions d'exposition, voient effectivement donc, les allergies diminuer, mais ces allergies-là diminuent vraiment souvent très progressivement, donc en plusieurs années. Et donc, si on dit à quelqu'un qui est très gêné à 15 ans, mais ne t'inquiète pas, dans 40 ans, tu ne souffriras plus. Donc, je pense que il va peut-être nous demander quand même autre chose avant. C'est même pas certain. Le mécanisme, c'est quoi? C'est l'organisme s'habitue, certains organismes vont s'habituer, d'autres non, parce que c'est complètement aléatoire. On ne peut pas le prédire. Non, on ne peut pas le prédire. Ouais. Il y en a qui s'habituent, oui, et puis il y a sans doute avec l'âge aussi une baisse générale de l'immunité, aussi une modification du terrain immunitaire, donc plus générale. Ce qu'on appelle l'immunosénescence, c'est-à-dire le vieillissement, c'est ça, du système immunitaire. Donc, du coup, on peut moins réagir. Clémence qui nous demande, y a-t-il des allergies croisées qui peuvent être dangereuses pour la santé? On rappelle ce que c'est que l'allergie croisée? Oui, alors l'allergie croisée, en fait, c'est lorsque les immunoglobulineux, donc les défenses qui ont été fabriquées contre un allergène, donc par exemple un pollen, reconnaissent par erreur autre chose. L'exemple typique, par exemple, dans nos régions, du moins au nord, c'est l'allergie au pollen de bouleau. Les personnes qui sont allergiques au pollen de bouleau peuvent parfois devenir allergiques à la pomme, la pêche, la poire, la prune, la cerise, l'abricot, l'amande, la noisette, parce que les défenses qu'elles ont fabriquées contre les pollens de bouleau vont se tromper de cible et vont reconnaître une protéine qui ressemble à la protéine du pollen de bouleau. Et lorsque la personne mange l'aliment, ça va être considéré par l'organisme comme de la consommation de pollen. Donc, ça va donner des démangeaisons, des gonflements. Alors, dans les allergies croisées avec le pollen de bouleau, le plus souvent, les aliments posent problème lorsqu'ils sont crus, mais lorsqu'ils sont cuits, ils sont tolérés parce que la substance qui ressemble à celle du pollen de bouleau est détruite par la chaleur. Donc, on peut parfois néanmoins avoir des allergies graves avec le lait de soja, donc dans le cadre de l'allergie au pollen de bouleau, parce que là, le lait va être consommé rapidement, on n'aura pas le temps de sentir que ça gratte dans la bouche, on en aura pris une quantité importante. Pour d'autres pollens, donc on peut avoir d'autres allergies croisées qui, elles, peuvent être plus sévères. On a des allergies croisées, par exemple avec le pollen d'armoise. L'armoise va venir plus tardivement dans l'été. Et donc, on peut faire avec l'armoise des allergies croisées qui sont parfois sévères, avec le céleri, par exemple. Donc, et même, on commence à décrire des allergies au miel chez des personnes sensibilisées à l'armoise, dont on ne comprend pas encore tout à fait quelle est la protéine appliquée, mais effectivement, on peut, à cause d'une allergie au pollen, puisque c'est le sujet aujourd'hui, faire des allergies alimentaires croisées, dont certaines peuvent être graves, peuvent être sévères. Qui dit grave, ça veut dire quoi? Ça veut dire un œdème de Queen, qu'on gonfle, on a du mal à respirer, c'est ça? Oui, ça peut même aller jusqu'au choc allergique, au choc anaphylactique. D'accord. Juste question personnelle et puis qui va intéresser tout le monde. Le miel, on adore ça. Si on est allergique au pollen,
risque d'être allergique au miel ou rien à voir? Le miel étant issu du butinage des fleurs par les abeilles. Pas systématiquement, mais oui, on peut, chez des personnes très allergiques au pollen, on peut avoir des allergies au miel. Et on a donc également des allergies au miel sévères. Hein. Donc j'ai vu déjà plusieurs fois des chocs anaphylactiques au miel. Et c'est curieusement, c'est souvent des personnes qui ont des tests bien positifs à l'armoise, dont on parlait là, qui sont très sensibilisés à l'armoise, sans forcément beaucoup de symptômes d'ailleurs pendant la période de pollinisation de l'armoise. Il y a certainement une substance commune en fait entre le pollen d'armoise et le miel dans ces cas-là. Mais bon, d'une façon générale, de façon très générale, le miel pose quand même relativement peu de problèmes d'allergie, mais il faut savoir que ça peut être le cas. Donc on peut en manger cet été, il n'y a pas de contre-indication, en tout cas formelle, quand on est allergique au pollen, à consommer du miel. On va arriver sur l'été avec des questions très, très concrètes, parce que l'idée, c'était comment préparer aussi et réussir son séjour. Le séjour, il va démarrer en allant très souvent en voiture, surtout cette année, hein, puisqu'on ne pourra pas forcément prendre l'avion, ou en tout cas, il est plutôt conseillé de rester et de prendre la voiture. En voiture, est-ce qu'il y a des précautions particulières à faire, à prendre pour un allergique? On ouvre les fenêtres, on ferme la fenêtre, on met la clim, on met le recyclage de l'air. Et sachant qu'il y a les deux risques à combiner cette année. Il y a le risque allergique et il y a le risque du Covid. Bien sûr, et alors c'est vrai que dans cette période un peu particulière, ça va être plus compliqué parce que lorsqu'on est allergique au pollen, comme vous le disiez, on évite de laisser les fenêtres ouvertes lorsqu'on roule et on essaye de travailler, enfin d'avoir donc le recyclage de l'air. Mais en période Covid, on conseille au contraire plutôt d'ouvrir les fenêtres. Ceci dit, bon, en pratique, il est conseillé de mettre un masque de toute façon encore maintenant, donc ne serait-ce que lorsque donc on fait du covoiturage par exemple, et le masque va peut-être aider quand même à filtrer un peu les pollens. Donc, alors, est-ce qu'il faut adopter une position donc mi-chèvre mi-chou en ouvrant les fenêtres à moitié? Il n'y a pas vraiment donc, de réponse formelle, mais je pense que le port du masque, en tout cas, peut être conseillé. Oui. Et puis, donc, si on veut résumer, si on prend un Blablacar ou de covoiturage avec des gens qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas dans le même foyer, effectivement, le risque Covid dit on ouvre les fenêtres, mais il faut aussi prendre un masque. Donc, ça permet de filtrer les pollens et de limiter le risque Covid. Ça, c'est le cas du covoiturage avec des gens qu'on ne connaît pas. Les gens qu'on connaît, c'est-à-dire qui vivent sous le même toit parce qu'on part du même endroit, papa, maman, les enfants, etc. Et on va au même endroit, ça, il n'y a pas de risque Covid. Donc, ça veut dire que les conseils pour les allergiques, c'est on ferme plutôt les fenêtres et on met la position recyclage de l'air. C'est ça à l'intérieur de l'habitacle. Tout à fait, oui. Ce qui est peut-être… oui, une précaution peut-être à prendre, notamment lorsqu'on fait du covoiturage et qu'on est allergique, par exemple, aux animaux, c'est peut-être de demander donc au chauffeur s'il a lui-même des animaux pour ne pas se retrouver dans un véhicule qui contiendrait des allergènes de chats, de chiens, si on y est allergique. Oui, même si l'animal n'est pas transporté d'ailleurs. À partir du moment où il y a eu l'animal à bord, il y a les allergènes qui restent, c'est ça? Oui. Et c'est la même chose dans les logements dans lesquels on va se rendre. Hein. Si on est très allergique aux chats et qu'on se rend dans un logement donc qui accepte les animaux et que le précédent locataire avait un chat et est venu avec son chat, on peut être très gêné au moins pendant le début du séjour en tout cas. Ça veut dire qu'il faut faire très attention quand on réserve ses vacances, à bien poser la question quand on est très allergique, est-ce qu'il y a eu d'autres animaux avant, est-ce qu'ils sont tolérés ou pas, quoi. Oui. Et il faudra nettoyer justement, on arrive en vacances avec une location de vacances, quelles sont les précautions supplémentaires? Alors, je rappelle quand même pour le Covid que la transmission, elle est essentiellement aérienne. Donc, ça veut dire que le fait d'aérer, le fait d'être à l'air libre, le fait que on prenne des précautions respiratoires est suffisant et que la transmission indirecte, elle est quand même extrêmement faible. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas question de tout. Au début, on se posait la question de laver les courses, de tout désinfecter, etc. Là, on en est vraiment revenu. Mais sur le plan de l'allergie, qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution quand on arrive dans le lieu de vacances? Alors, effectivement, l'aération, bon, si on est allergique aux acariens, on peut aussi prendre la précausion d'aérer les literies
d'aspirer le matelas aussi un peu, donc ça permet éventuellement de retirer un peu donc les allergènes, et puis de vérifier s'il y a des moisissures, par exemple, de les nettoyer rapidement avec un produit anti-moisissure ou l'eau de Javel tout simplement. Hein. Donc, après, en ce qui concerne l'aération, quand on est allergique au pollen, bon, pour faire un mix entre les deux, on peut aérer quand même assez tôt le matin et assez tard le soir, en dehors des périodes de forte pollinisation. Le matin et le soir, bon, c'est déjà une bonne chose que d'aérer à ces moments-là. Les aspirateurs, il y a des aspirateurs qui font toute leur pub sur un aspirateur soi-disant anti-acarien, justement, ou spécialement conçu pour les allergiques. C'est pareil, je pense aux housses de matelas anti-acariens, etc. Ça vaut le coup de les emmener en vacances avec soi? Alors les housses, oui, pour peu que ce soit des housses qui emballent complètement les éléments de literie. Parce qu'on voit parfois des draps housses, donc qui, par exemple pour un matelas, mais qui n'empêchent pas que par effet de soufflet, lorsqu'on se met sur le matelas, que les allergènes ressortent par en dessous. Donc les housses anti-acariens, oui, ont des utilités et on peut les emmener, alors à condition que la literie soit de la même taille que celle qu'on a à la maison. Hein, donc, et puis, c'est une contrainte. Oui, en fait, c'est ça. Pour ce qui est des aspirateurs, ce qui est intéressant, c'est les aspirateurs avec filtre HEPA, c'est-à-dire autre extraction des particules aériennes, qui sont la majorité maintenant des aspirateurs, mais bon, tout ce qui est super aspirateur qui aspire bien mieux et qui est très cher, n'a pas forcément d'utilité supplémentaire en tout cas. De ce moment, d'accord. Frédéric, est-ce que vous nous entendez? Bonjour, Frédéric Deblay, je vois l'image, mais je vois l'image de Frédéric. Est-ce qu'il nous entend? Jean-François, je pense que vous le voyez aussi. Oui, bonsoir Frédéric. Il n'a pas l'air de nous entendre. Bon, il n'a pas l'air de nous voir, de nous entendre. Non, il n'a pas l'air de nous entendre. Bon, on va continuer, puis on prendra. C'est dommage parce qu'il a notamment monté des chambres d'exposition à la Aliatech et je trouve ça assez passionnant aussi. Et il aurait pu nous en dire quelques mots. On a parlé un peu des animaux. J'ai une question de David qui pose: les insectes sont plus fréquents en été, sont-ils souvent à l'origine d'allergies? Piqûres d'insectes, piqûres d'hyménoptères. Les abeilles, il y a les abeilles, les guêpes, bien sûr. Tout à fait. Les allergies les plus ennuyeuses sont celles aux venins d'hyménoptères, aux guêpes, aux abeilles, parce qu'elles peuvent parfois être graves. C'est des patients qu'on a régulièrement, effectivement, et il faut commencer à s'en inquiéter lorsque, après avoir été piqué à un endroit par une guêpe ou une abeille, on fait donc une réaction à distance, c'est-à-dire des éruptions ailleurs, ou un œdème, ou une gêne respiratoire, ou un malaise. Ouais. Là, c'est absolument nécessaire. Parce que c'est normal quand on se fait piquer par une guêpe d'être rouge. Oui, voilà. C'est normal d'être rouge quand on se fait piquer par une guêpe au niveau de la piqûre. Oui. Et même parfois d'avoir une grosse réaction locale. Mais ça commence à être beaucoup moins normal lorsqu'on fait une réaction plus générale. Et là, ça veut dire qu'on peut avoir fabriqué des immunoglobulines E contre le venin et la piqûre suivante peut être particulièrement grave parce que l'organisme surréagit de façon plus importante et on peut faire un choc allergique grave. Et là, pour le coup, le bilan allergologique est nécessaire, d'une part pour vérifier qu'on est allergique, d'autre part pour voir si on est allergique à la guêpe, à l'abeille ou aux deux. Et puis la dernière chose, c'est parce que dans ces cas-là, la désensibilisation qui permet de réhabituer l'organisme à l'abeille ou à la guêpe, et qui se fait, elle, par voie injectable, contrairement aux autres désensibilisations, donc qui se fait en piqûre, la désensibilisation marche quasiment à 95-99%. Donc, on protège avec la désensibilisation au venin de guêpe, contre quelque chose qui peut être mortel. Oui, avec des allergies qui sont gravissimes, effectivement. Quand vous sortez des urgences, on vous oriente toujours chez l'allergologue, c'est pour cette raison. Et avec aussi le petit stylo d'adrénaline que l'allergologue prescrit, à toujours avoir avec soi. D'ailleurs, si vous êtes allergique, vous avez fait un choc anaphylactique et votre allergologue vous a prescrit ce stylo, il faut l'emmener, évidemment, et qui vous suive H24 pendant les vacances, bien sûr. Juste un petit truc là aussi sur les allergies.
de guêpes, d'abeilles, indépendamment de l'allergie, il faut éviter la piqûre. Ça veut dire qu'on vérifie toujours dans sa canette ou dans son verre avant de le porter à la bouche. Et puis, on ne va pas aller farfouiller dans les buissons ou dans les arbres sans avoir un contact visuel, c'est-à-dire bien vérifier qu'il n'y ait pas un essaim. Parce que même si on n'est pas allergique, on est d'accord que si on a de multiples piqûres, c'est une multiple quantité de venin et donc ça peut créer le même type de réaction que l'allergie. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est ça, c'est le truc de prévention. On parlait de la désensibilisation. J'ai Marie qui nous demande quelles sont les différentes désensibilisations qui existent. Alors, en termes d'allergènes ou de voies d'administration? Non, je pense en termes de techniques de désensibilisation. Oui. De technique. Alors, il y a la voie injectable, donc c'est-à-dire que c'est des piqûres d'extraits allergéniques que l'on fait, mais cette voie injectable qui était celle qu'on utilisait voilà déjà il y a pas mal d'années, pouvait se faire pour les acariens, pour les pollens, pour les moisissures atmosphériques dont on parlait alternaria, mais n'est plus disponible du moins en France depuis 2 ans. Pour des raisons de fabrication, mais aussi parce que on a pour ces allergènes-là, donc les acariens, les pollens, les moisissures atmosphériques, les chats, on a maintenant la possibilité de désensibiliser par voie sublinguale, c'est-à-dire qu'on met des extraits liquides le plus souvent sous la langue, et cette technique est beaucoup moins contraignante, puisque les injections devaient être faites par le médecin, et sous surveillance de 30 minutes dans les suites à cause de potentiels effets secondaires, et puis à beaucoup moins d'effets secondaires, tout en étant tout aussi efficace. Donc la désensibilisation aux allergènes respiratoires maintenant se fait par voie sublinguale déjà depuis une bonne vingtaine d'années, et donc avec des améliorations constantes. Et à la place des extraits liquides, qui sont commandés auprès des laboratoires qui les fabriquent et qu'on garde au frigo, pour un certain nombre d'allergènes, les acariens, les pollens de graminées, peut-être bientôt le pollen de bouleau, on peut maintenant avoir des comprimés qui sont vendus, qu'on obtient en pharmacie sur prescription et qui se mettent également sous la langue. Donc ça, c'est la voie d'administration pour les principales allergies. Pour les venins de guêpes et d'abeilles, là dont on parlait, maintenant, ça ne se fait qu'en voie injectable, donc c'est toujours c'est mis en route à l'hôpital. D'accord. J'ai cru entendre que vous disiez contre les allergies de chats, il y a une désensibilisation qui existe? Oui, mais alors son efficacité est quand même très limitée. Parce que beaucoup de personnes nous demandent en fait à être désensibilisées au chat, parce qu'il y a souvent un rapport affectif lorsqu'on a un chat, il est difficile de se dire qu'on va s'en séparer. Son efficacité quand même est beaucoup moins bien documentée que pour les allergies aux acariens ou au pollen de bouleau et de graminées. Et c'est une désensibilisation qu'on ne met pas facilement en route, parce qu'on essaye d'abord de prendre des précautions. On s'assure que vraiment l'allergie n'est pas très bien contrôlée par le traitement symptomatique. Et puis parfois on la tente quand même, cette désensibilisation, mais pour l'instant c'est vrai que son efficacité reste discutée quand même. Je crois qu'il y a beaucoup de recherches et peut-être même des nouveaux produits qui vont arriver. Donc pour l'instant, effectivement, mais ça peut peut-être changer. Et juste une question à quel moment on peut commencer cette désensibilisation? Parce qu'on entend là aussi très souvent, il faut attendre que la saison de pollinisation passe, etc. On peut la commencer à n'importe quel moment de l'année, ou il y a des moments propices pour désensibiliser. Je pense au pollen en particulier. Alors pour les pollens, non, il vaut mieux débuter hors saison. Donc déjà pour éviter le cumul de l'exposition naturelle et de la prise de pollen en fait, mais aussi parce en double dose. Oui, mais aussi parce que avant, on désensibilisait parfois toute l'année au pollen, mais on s'est rendu compte que les schémas qui font prendre la désensibilisation avant et pendant la saison des pollens suffisent. Ce qui fait que on commence la désensibilisation par exemple en octobre pour le pollen de bouleau, ou en janvier pour les pollens de graminées. On poursuit cette désensibilisation pendant 6 mois. Donc ensuite on arrête, on fait un break et on reprend l'année suivante.
Donc, on débute hors saison pollinique, on poursuit pendant la saison pollinique, après on peut stopper, on reprend l'année suivante, on fait ça sur 3 ans. Donc, ça se met en route hors saison, effectivement. Généralement, ça dure combien de temps? C'est ça la durée? C'est 3 ans à peu près? En général, c'est 3 ans, oui. Mais on n'attend pas 3 ans pour savoir s'il y a une efficacité. On essaye d'évaluer les choses déjà la première année, en tout cas. On va prendre un peu les questions et puis on va balayer. On va balayer comme ça les différents thèmes. Et Karine qui nous demande: bonjour, j'ai un très fort terrain allergique et depuis 2 mois, mon nez et mes oreilles sont bouchés en permanence malgré mon traitement anti-allergique et la cortisone orale que mon médecin m'a donnée. Que dois-je faire? Retournez voir votre médecin, Karine, ça c'est sûr. Et de manière générale, c'est quoi l'étape d'après? Oui, alors là, c'est compliqué de répondre sans examen. Bon, c'est très certainement une allergie. Bien sûr, et puis pas question de consultation là, mais si on veut lui donner quelques trucs, donc il y a le traitement antihistaminique, la cortisone orale, ça veut dire que c'est des comprimés de cortisone. C'est quoi l'étape d'après? Alors, on a, si elle ne les a pas encore, on peut en donner des corticoïdes locaux aussi et des antihistaminiques locaux, c'est-à-dire qu'on peut associer les antihistaminiques par voie orale et des antihistaminiques en pulvérisation nasale également, associés également à des corticoïdes en pulvérisation nasale. Mais c'est vrai que si on est déjà obligé de prescrire des cures de corticoïdes par voie orale, c'est que l'allergie est quand même assez conséquente et qu'il faut s'en préoccuper. Alors, en retournant voir votre médecin traitant pour qu'il essaye d'optimiser le traitement pendant la période qui vous gêne, mais aussi en programmant quand même un bilan à l'issue pour voir s'il y a nécessité de vous proposer autre chose, en particulier une désensibilisation. Oui, et puis il faut regarder le côté allergique et puis il ne faut jamais oublier quand même de ne pas se polariser que sur l'allergie, peut-être aller voir un ERL à un moment donné qui n'est pas un problème mécanique aussi, tout simplement, parce que ça peut aussi parfois fausser un peu le diagnostic. On nous demande quelle est la différence entre une allergie et une intolérance. Alors, on y a un peu répondu tout à l'heure, mais comment et pourquoi le corps réagit différemment? Alors, la différence, on pourrait la définir de cette façon-là, c'est-à-dire que l'allergie, ça va être une réaction excessive de l'organisme qui implique un mécanisme immunitaire, un mécanisme immunologique. C'est-à-dire que dans l'exemple qu'on donnait des allergies, on fabrique des immunoglobulineux, donc qui font partie du système immunitaire en quantité excessive. Elles se trompent, elles reconnaissent par erreur un pollen comme étant quelque chose d'étranger et de nocif. Et donc ça, c'est une allergie. Il y a une implication du système immunitaire. Dans les intolérances, en fait, le mécanisme va être différent. Si on prend l'intolérance au lactose, par exemple, ou l'intolérance au gluten, dont il est souvent question, ce ne sont pas des allergies. En fait, le lactose, dans l'intolérance au lactose, est mal dégradé au niveau intestinal parce que… Il n'est pas digéré, en fait. Il ne peut pas être absorbé, il n'est pas digéré. Parce qu'il y a une insuffisance en enzymes, et ce n'est pas un mécanisme immunitaire. Et dans la maladie cœliaque, dans l'intolérance au gluten, donc c'est également un problème de non-digestion, de mal-digestion en fait, du gluten, mais qui n'est pas dû à un phénomène immunologique, enfin du moins direct en tout cas. Et on rappelle que les vraies intolérances, l'intolérance au lactose, elle existe. On n'a pas beaucoup de lactase, donc on digère mal le lait, ou l'intolérance au gluten, c'est 1% des gens, c'est ce qu'on appelle la maladie cœliaque. Mais ça, ce sont des vraies intolérances et on est capable, en faisant des biopsies, on va aller chercher un bout de tube digestif pour aller faire des analyses et vérifier qu'il n'y a effectivement pas cette enzyme pour pouvoir digérer. Ça n'a rien à voir avec ces fameux tests où on vous teste 200 soi-disant aliments et qui donnent des intolérances, mais en fait, c'est pas du tout la même chose. Donc, si on voulait faire la différence, il y a les allergies d'un côté, les vraies intolérances de l'autre, et puis ces hypersensibilités qu'on teste avec ces 200 tests qui sont faits généralement pour 200 ou 300 euros, et ça, on ne sait pas trop comment l'interpréter. On ne sait pas du tout comment l'interpréter. Hein, comme on le disait, on a un résultat d'examen biologique, mais dont on ne peut rien faire. Alors souvent,
ces tests-là sont faits par des personnes qui sont un peu désespérées, par des maladies qui sont un peu compliquées, pour lesquelles on n'a pas forcément donné de réponse, pour des troubles digestifs persistants. Et donc, en désespoir de cause, cet examen-là est fait et très souvent, pratiquement toujours, il revient positif puisque tout le monde fabrique des IgG anti-aliments. Du reste, nous, on le voit bien lorsqu'on on fait des désensibilisations à l'arachide, par exemple, puisque maintenant ça commence à se faire, des inductions de tolérance. Lorsqu'on commence à faire remanger de l'arachide aux enfants qui sont allergiques, une des premières choses qui se passe, c'est une augmentation des IgG4, donc une forme d'IgG contre l'arachide, parce qu'elles sont protectrices. Donc en fait, on ne sait pas trop comment interpréter ceci. C'est pas parce qu'on a des anticorps que c'est forcément quelque chose de négatif. Ça peut être aussi des choses qui protègent. Tout à fait, oui. Et souvent, ça peut être aussi des choses qui protègent. David nous demande. Oui, allez-y. Non, je disais souvent, ça conduit à des régimes d'éviction trop importants. Et je dis souvent à mes patients, on vous traite vous, on ne traite pas votre prise de sang. Oui, et qui vont gâcher la vie. Après, rien n'empêche, quand on a encore des symptômes, si ce n'est pas trop contraignant, de faire quelques modifications du régime alimentaire pour limiter un peu l'inflammation. C'est quelque chose que vous prescrivez aussi pour des allergiques sévères? C'est-à-dire ce type de recherche? Oui, non, de modification, alimentaire, indépendamment d'une allergie ou d'une intolérance. Oui, bien sûr, parfois il y a des modifications du régime alimentaire qui sont nécessaires et justifiées. Hein, donc, d'ailleurs, ces tests-là dont on parlait, bon, lorsqu'ils sont faits pour des troubles digestifs, parfois conduisent à des régimes d'éviction qui améliorent les troubles digestifs. Alors souvent, les personnes se disent, bah, effectivement, j'étais intolérant au lait ou au blé, mais alors que ce n'était pas forcément le cas au départ. Simplement, en diminuant la dose consommée, on diminue la fermentation au niveau intestinal, donc, et on améliore les symptômes, mais sans pour autant qu'à la base, il y ait eu une réelle intolérance. En fait. Et justement, on nous demande, y a-t-il des aliments à éviter lorsqu'on est allergique aux graminées? Alors, à éviter par précaution, non. Par contre, quand on est allergique au pollen de graminées, on peut faire des allergies croisées, donc effectivement développer des allergies croisées. Alors, avec différentes protéines, hein, comme pour tous les pollens qui sont responsables de l'allergie au pollen de graminées, et peuvent être le support de réactions croisées. Alors, il y a des protéines qu'on appelle des profilines dans les graminées, mais qui sont présentes également dans beaucoup d'autres pollens et qui peuvent donner des allergies croisées, par exemple avec le melon, avec la tomate, avec le kiwi. Mais ce que l'on voit parfois, puisqu'on parlait de troubles digestifs, c'est des personnes allergiques, très fortement allergiques au pollen de graminées, qui peuvent faire des douleurs abdominales en consommant des céréales non raffinées. Donc des céréales du petit déjeuner ou alors des pains complets, parce que le blé c'est une graminée et parfois on peut avoir mais c'est pas le plus fréquent hein, quand même, on peut avoir ce type de symptômes. Donc de façon préventive, non, pas de choses particulières à éviter. Par contre, quand on est allergique au pollen, oui, se dire que, prêter attention à des symptômes qui peuvent orienter vers des allergies alimentaires, c'est-à-dire des démangeaisons dans la bouche ou des troubles digestifs à la consommation de certains aliments. Alors, ça, j'imagine que ça peut se tester chez l'allergologue, bien sûr. Et puis, c'est l'utilité aussi de tenir peut-être un petit carnet. Je parlais tout à l'heure de l'application Alerte Pollen parce qu'il y a une possibilité de compiler un peu ces symptômes en fonction de ce que je mange, mettre si j'ai des sensations désagréables. Parce que parfois, on ne fait pas du tout le rapprochement. Ça peut être intéressant de tenir un peu ce carnet électronique de l'allergique, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que pour nous, en plus, comme pour la personne qui tient le carnet, c'est très informatif. Hein. Parfois, rien qu'en tenant le carnet, la personne allergique se rend compte qu'à la consommation de certains aliments, il y a peut-être un problème à suspecter. Et puis, pour nous, souvent, les compositions des repas, si elles n'ont pas été notées, ont été oubliées. Ça nous permet d'analyser un peu les choses. Question, on dit que les orages peuvent favoriser les allergies. Est-ce vrai? Alors, du moins pour l'asthme, c'est vrai que en période d'orage, on a l'impression qu'il y a parfois plus
de crise d'asthme. Bon, le mécanisme n'est pas encore très bien connu. Est-ce que c'est lié au degré d'hygrométrie, donc au fait que le caractère électrique en fait de l'atmosphère exacerbe l'allergénicité des pollens ou des moisissures. C'est pas encore très très bien compris, mais oui, il semble que ce soit le cas. En tout cas, on ne sait pas pourquoi, mais on constate que, et les allergiques doivent bien le constater aussi. Sonia nous demande, j'ai actuellement une allergie dont je ne sais même pas l'origine. Hier soir, à 3 heures du matin, il y a mon nez qui coule et un côté qui est bouché. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors un bilan. Il faut voir si ça survient plus particulièrement la nuit, donc, ce qui semble être le cas. Ça oriente vers quoi? Plutôt vers les acariens ou un animal domestique s'il dort dans la chambre ou s'il vient régulièrement dans la chambre. Oui. Lorsqu'on est gêné la nuit, c'est bien souvent quand même les acariens ou un animal domestique. Alors après, le nez est bouché que d'un seul côté, c'est ce qui est un petit peu curieux, donc ça nécessitera sans doute aussi de vérifier quand même les fosses nasales avec peut-être un ORL. Oui, et justement, elle nous dit, je ne prends aucun traitement, mais des fois, je prends un antihistaminique une fois par semaine. Je ne sais pas si je dois prendre un traitement strict ou bien je laisse et ça va disparaître. Est-ce que ça a un intérêt de prendre comme ça un antihistaminique au coup par coup, comme ça, une fois par semaine? Ou est-ce qu'il faut au contraire faire une bonne cure, ou en tout cas prendre plusieurs jours de suite pour qu'il y ait une efficacité? Ça dépend, il y a des personnes qui ont des symptômes très ponctuels, avec une exposition aiguë, et pour lesquels une prise un jour ou deux va suffire. Mais si on voit que les symptômes se répètent un petit peu régulièrement, il vaut mieux prendre une bonne fois pendant 10-15 jours, en tout cas, donc au moins le traitement antihistaminique, ne serait-ce que pour faire la différence entre la non-prise et la prise, donc voir s'il y a une amélioration des symptômes. Et bien sûr, consulter son médecin et pas hésiter pendant une semaine à noter un peu s'il y a eu des événements, si j'ai ouvert les fenêtres, pas ouvert les fenêtres, si un chat est rentré, pas un chat est rentré, etc., pour aider dans le diagnostic, mais déjà consulter son médecin traitant aussi. On était dans l'alimentation tout à l'heure. Que pensez-vous des probiotiques en prévention? Alors, c'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup parlé du rôle du microbiote intestinal, donc dans énormément de maladies, que ce soit des maladies inflammatoires digestives, mais aussi dans l'asthme, également dans les autres maladies allergiques. Pour l'instant, les études sont très nombreuses, très diverses, et il y a certainement un intérêt des probiotiques en termes de prévention, mais on a encore un peu de mal à s'y retrouver et ce serait difficile de conseiller une marque plus qu'une autre, en tout cas. Il y a certainement un intérêt, mais je pense que ça reste à explorer quand même. Oui. C'est vrai que le rôle du tube digestif, le microbiote, c'est toutes ces bactéries qui nous habitent et qui sont dans le tube digestif, ont des liens avec beaucoup de maladies inflammatoires, rhumatologiques. Donc l'allergie, pourquoi pas, parce qu'on sait qu'il y a un phénomène inflammatoire, même avec des maladies psychiques. En tout cas, ça peut pas faire de mal. On n'est pas allergique aux probiotiques. Non, ça peut être un complément intéressant. On revient avec une question de Nadir. Quel est le taux d'observation du traitement de la désensibilisation, vu que la durée est de 3 ans? Si arrêt du traitement, il y a une possibilité de reprendre, quelle que soit la durée de l'arrêt. Donc oui, on a vu qu'on pouvait faire des fenêtres un peu, on pouvait arrêter et reprendre, mais généralement, c'est bien suivi, cette désensibilisation? Dans l'ensemble, oui. Après, c'est assez difficile à évaluer parce que certains médecins se disent ah bah oui, je revois mes patients les années suivantes, donc c'est que c'est bien suivi. Mais on a un certain nombre de patients perdus de vue, dont on ne se souvient pas. Mais dans l'ensemble, c'est assez bien suivi. Oui, je n'ai pas de pourcentage en tête. L'essentiel, c'est que les personnes soient revues un peu régulièrement par leur médecin et leur allergologue en particulier, quelques semaines ou mois après l'initiation du traitement, et puis ensuite de façon un peu régulière, tous les 6 mois par exemple, ou éventuellement, en tout cas au moins l'année suivante pour la remise en route de la deuxième cure lorsqu'il s'agit de pollen.
mais c'est un traitement qui n'est pas excessivement contraignant et qui est dans l'ensemble bien suivi. Et si on a fait un arrêt, oui, on peut reprendre après. Je crois qu'on… J'ai perdu la connexion, peut-être. Je n'entends plus personne. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Oui. Ouais, c'est bon, vous m'entendez, Jean-François? Oui, je crois que j'avais perdu la connexion. Pardon, c'est moi qui avait disparu. On est presque à la fin. Sur la désensibilisation, moi j'entendais bien votre réponse. Bon, alors les vacances, on a vu un peu en voiture, les animaux, l'allocation de vacances, comment gérer un peu les choses concrètement. On va se projeter et on va finir les vacances, malheureusement, pardon de vous dire ça, un 7 juillet ou un 8 juillet, mais les vacances sont finies, on prépare la rentrée, ça veut dire qu'on prépare le rendez-vous chez son allergologue. L'idée, c'est de faire le point, de faire le bilan de l'été avec l'allergologue. Et d'ailleurs, c'est allergologue ou pneumologue qu'il faut consulter? Alors, en fait, c'est allergologue ou pneumologue allergologue ou pédiatre allergologue. Donc, il y a beaucoup de pneumologues qui ont une formation complémentaire en maladies allergiques. En fait, historiquement, l'allergologie était beaucoup faite par les pneumologues. Et puis, bon, c'est devenu une spécialité indépendante, mais on interagit très facilement entre les deux spécialités. Et on a des collègues pneumologues qui font de l'allergologie respiratoire, des allergologues qui s'occupent bien entendu des allergies, en particulier respiratoires. Donc, ça peut être l'un ou l'autre dès lors qu'il est étiqueté allergologue, bien sûr. Et on travaille très souvent ensemble. Et donc l'idée, c'est de faire un point, d'anticiper un peu le rendez-vous de rentrée, là aussi. Oui. Surtout, il y a eu une interruption, vous n'avez pas pu voir votre allergologue, même si c'était organisé en téléconsultation, etc. Pas de risque avec le Covid, les cabinets sont organisés. Et l'idée, c'est de préparer un peu la rentrée pour la saison pollinique suivante, c'est ça? Oui, de sorte qu'on puisse faire le bilan, donc dans le courant de l'automne, par exemple, donc du mois avant la fin de l'année. Dans l'hypothèse où il faudrait vous proposer une désensibilisation, comme on le disait, elle se met en route en fin d'année ou janvier, donc avec des schémas très éco-saisonniers, c'est-à-dire avant et pendant la saison. Donc l'idéal, c'est de pouvoir faire le bilan dans le courant de l'automne ou début d'hiver. Très bien. Sonia nous pose une question pour sa sœur, 25 ans, qui n'avait jamais eu de problème d'allergie. Il y a 2 ans, elle a eu une crise d'allergie qu'on appelle l'œdème de Quincke. Donc, elle s'est mise à gonfler, avoir du mal à respirer, etc. Elle a fait des tests chez l'allergologue et qui a déclaré apparemment une allergie. On peut déclarer comme ça à 25 ans alors qu'on n'a jamais eu de problème avant. Ah oui, tout à fait, oui, parce que bon, on a rencontré l'allergène avant, on a fabriqué petit à petit des IgE spécifiques, donc des défenses E, et puis lorsqu'on rencontre à nouveau l'allergène, on refait une réaction, on fait une première réaction. C'est ça, c'est que l'allergie, on peut pas faire le premier contact qu'on a. Si jamais j'ai jamais pris un médicament, je le prends pour la première fois, je ne peux pas être allergique à ce médicament. Il faut que je le rencontre plusieurs fois pour développer une allergie, c'est ça? Alors, quand c'est une allergie, oui, mais par contre, on a des médicaments qui font libérer les mêmes substances que dans l'allergie, comme l'histamine, directement. Donc, dans ce cas-là, c'est une question de dose, une question parfois donc, de contexte également. Et à ce moment-là, à la première prise, avec des médicaments qu'on appelle histaminolibérateurs, on peut quand même faire des manifestations qui ressemblent à une allergie, mais qui ne sont pas une allergie, mais qui ressemblent. Et ça, c'est les tests chez l'allergologue. Sonia, je n'avais pas la fin de la question, mais c'est en fait son allergologue, quand sa sœur a fait la crise d'allergie œdème de Quincke, a détecté une allergie au chat. Et lors de sa première crise, elle rendait visite à un malade et depuis, elle fait des crises sans savoir la raison. C'est probablement qu'il y a eu un chat qui a traîné quelque part, même si on ne voit pas l'animal, c'est ça? Probablement, oui, ça c'est fort possible. Et d'ailleurs, on teste maintenant assez systématiquement le chat parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment un allergène ubiquitaire. Hein. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des allergènes de chat sur les vêtements et on en retrouve facilement partout. Donc c'est vrai qu'il est possible qu'elle soit exposée au chat de façon indirecte sans le savoir. Après, est-ce que c'est ça qui explique l'angioedème, enfin l'œdème de Quincke?
pas certain. Donc, il faut peut-être revoir les choses, donc reprendre l'histoire, en fait. Refaire des tests ou tester plus large, parce que quand vous testez combien d'allergènes? Ah bah, ça dépend. Donc, on peut en tester énormément hein, sur les bras. Bon, il y en a. Donc, il y a des allergènes qui sont des allergènes fabriqués par les laboratoires pharmaceutiques, hein, les extraits dont on parlait. Mais pour ce qui est des aliments, il nous arrive même de tester les aliments frais parce que on n'a pas d'extrait, puis parce que parfois le test avec l'aliment frais est beaucoup plus sensible, beaucoup plus réactif en fait et pertinent que le test avec un extrait fabriqué par le laboratoire. C'est une question de protéines, etc. Ce qui fait que parfois ça paraît bizarre, on demande à nos patients de venir avec un panier d'aliments. Et on peut tester énormément de choses. Hein. Donc on peut faire. Alors, c'est l'allergologue qui va faire le marché juste avant. Est-ce que l'œdème de Cushing, ça soigne? Ben, ça soigne dans l'urgence, hein, bien sûr. Le traitement, c'est l'adrénaline et puis la cortisone. Mais surtout, ça se prévient en dépistant, et ça, c'est obligatoire, dépister à quoi on est allergique. Et si vraiment il y a un œdème de Cushing, c'est là où vous prescrivez un stylo qu'on a toujours sur soi et qui est un stylo d'adrénaline qui permet de tout de suite, dès qu'on a les symptômes, de pouvoir se piquer et faire le traitement. Allez, une des dernières questions, parce que c'est 19h05 déjà. J'ai des démangeaisons depuis 3 ans sans savoir à quoi elles sont dues. Bah, ça vaut le coup d'aller voir s'il n'y a pas de cause, d'aller voir un allergologue pour essayer de faire un peu le point. Est-ce que c'est pas allergique, justement? Sachant que les démangeaisons ne sont pas toujours d'origine allergique et loin de là. Par exemple, si on prend l'exemple des urticaires, donc qui donnent des rougeurs et gonflements hein, sur la peau, on va distinguer les urticaires aigus, celles qui ne durent pas très longtemps et qui sont assez souvent d'origine allergique, et puis les urticaires chroniques qui vont donner des démangeaisons tous les jours depuis plus de 6 semaines, par exemple, et qui, elles, pour le coup, sont rarement d'origine allergique. Il y a des problèmes de peau, en fait, qui donnent des démangeaisons de façon permanente, régulière. Là, si ça dure depuis 3 ans, il faudra sans doute aussi chercher autre chose que des allergies. Pourquoi, juste rapidement, pourquoi on est allergique à un aliment cru et pas quand il est cuit? Alors, parce que la substance qui est responsable de cette allergie est détruite par la chaleur. L'exemple typique, c'est les allergiques au pollen de bouleau qui font des allergies croisées avec la pomme. La substance qui ressemble à celle du bouleau, en fait, est détruite par la chaleur et la digestion, ce qui fait qu'on va être gêné en mangeant des pommes, mais par contre, on peut manger de la tarte aux pommes sans problème. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Juste sur le chat, on est allergique à quoi? C'est la salive du chat? Ah, oui, c'est un peu plus compliqué. En fait, c'est des substances qui sont sécrétées notamment dans les glandes sudoripares, dans les glandes périanales aussi, et qu'on retrouve aussi dans la salive. Mais, oui. Oui. C'est la transpiration du chat. Donc, on espère aussi que la désensibilisation va fonctionner avec les nouveautés qui risquent d'arriver avec beaucoup de recherches sur le sujet. Bon, mais Jean-François, merci beaucoup. Frédéric Deblay n'a pas pu nous rejoindre pour cette heure-là, mais voilà, il y aura sûrement d'autres occasions. En tout cas, merci beaucoup, Jean-François. Je rappelle, vous êtes allergologue en libéral et au CHU de Reims. Merci pour toutes ces réponses et merci à tous nos internautes et à Doctissimo pour toutes ces questions. Et puis, on aura l'occasion. Allez sur le site. Il y a une newsletter aussi. Vous pouvez vous y inscrire et vous aurez plein d'infos. Et puis, nous, on se retrouvera sur Doctissimo, sur LCI ou sur TF1, a priori. Voilà, à bientôt. Et bonnes vacances surtout, parce que c'était enfin le droit de partir et on ne veut pas avoir les vacances gâchées. Bonnes vacances. Merci, au revoir et bonnes vacances également.